Buongiorno, benvenuti a tutti. Oggi siamo il giovedì 26 maggio, il primo dei 3 giorni di studi che organizziamo per questo anno, diciamo fra 2 anni della Biennale di Senigallia. Abbiamo organizzato questo convegno anziché alcune mostre. Tutte le conferenze di oggi saranno in francese, dunque vado a parlare adesso in francese. Donc bonjour, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, c'est le premier des 3 journées d'études qui sont organisées dans l'interlude de la Biennale de Senigallia, en même temps que quelques expositions que je vous inviterai à aller voir. Nous avons aujourd'hui 4 conférenciers qui vont parler tous les 4 en français. Et je vais donner tout de suite la parole à Benoît Chantre. Merci. Serge, je suis très reconnaissant à votre initiative et à celle de tous ceux qui vous ont aidé pour ce colloque qui a voulu saluer d'emblée la figure et l'œuvre de René Girard. Il se trouve que ces 2 dernières sont au cœur de l'association que Paul Dumouchel et moi-même avons créée avec René Girard en 2005 et qui s'était fixée pour but lors de l'entrée de René Girard à l'Académie française, de diffuser et développer la théorie mimétique, puisque tel est le nom de la théorie de René Girard, issue de ses travaux, c'est-à-dire de très nombreux ouvrages publiés de 1961 à 2007 et traduits dans le monde entier. Nous avons usé de toutes les ressources pour ce faire. Nous avons organisé des colloques, des séminaires, des conférences, des spectacles, publié des films. De tout cela, vous trouvez trace dans l'archive vivante de l'association. Je ne peux que vous recommander notre site www.rené-girard.fr et vous verrez grosso modo le type d'activité que nous menons depuis plus de 15 ans. Alors, puisque nous sommes dans une réflexion aujourd'hui sur l'art, dans un lieu si sublime, on va évidemment parler d'imitation, de théorie mimétique, c'est-à-dire d'une théorie qui porte la mimésis en son cœur, mais sans se satisfaire aucunement de voir ce concept réduit, comme il est chic et choc de le faire aujourd'hui, à celui de représentation. La théorie mimétique n'est pas en effet une énième glose aristotélicienne, allant à rebours du formalisme des années 60 et 70, dans la vogue notamment du structuralisme dont elle fut contemporaine. C'est bien plutôt l'ambivalence même de l'imitation, à la fois positive et négative, qu'elle entreprend de penser, et ceci, ce point est tout à fait important, dans une perspective génétique, puisque ce qu'on appelle classiquement la mimésis d'apprentissage s'enracine pour Girard dans ce qu'il appelle la mimésis d'appropriation, qui est une mimésis violente. Le positif se prend dans le négatif et tous les ordres symboliques et la culture dans son ensemble, telle est la grande thèse de René Girard, dans une violence originaire, celle que René Girard appelle le meurtre fondateur ou le mécanisme victimaire. C'est donc avec la violence, a toujours dit René Girard, que l'œuvre de génie a rendez-vous. Non pas parce que cette œuvre serait violente en soi, comme furent inutilement violents les scandales des dadaïstes, par exemple, dont Girard avait horreur, mais parce que l'œuvre d'art, la grande œuvre d'art, se doit de démythifier, dit Girard, la violence. Autrement dit, d'en révéler le caractère originaire et les ressorts secrets. L'œuvre d'art, a-t-il toujours dit, doit révéler, mais non pas refléter la violence. C'est son unique mission. Et bien sûr, dans le mot révélation, on a tout un imaginaire photographique qui commence à apparaître. L'œuvre d'art révèle, mais ne reflète pas la violence. Mimésis positive et négative, violence fondatrice et violence rituelle, double mouvement centripète et centrifuge, j'aurai à revenir sur cette fondamentale tenue des contradictoires dans la pensée et dans l'œuvre de René Girard. Mais l'insistance qu'il a mis son œuvre durant à tout réduire à la mimésis n'a pas qu'une vertu théorique, propre à renouveler notre approche de l'histoire de l'art. Elle a aussi une vertu pratique pour les artistes.
celle d'insister sur le primat de l'imitation dans la genèse et le maintien de tous les ordres symboliques, contre la vision que Girard appelle romantique de l'œuvre d'art, qui ne vaut évidemment pas condamnation, nous allons le voir, des œuvres du début du XIXe siècle. Plus précisément donc, contre une certaine conception romantique de l'œuvre de génie comme œuvre de rupture et d'originalité absolue, mais aussi contre le culte très contemporain de la sacro-sainte innovation, Girard rappelle à tous les chercheurs, il ne s'est jamais considéré comme un écrivain, disait-il, mais comme un chercheur. Il rappelle à tous les chercheurs, je cite, que beaucoup imitent quand ils croient innover et que beaucoup, au contraire, innovent quand ils croient imiter. Il n'est pas de découverte ou de révélation artistique ou scientifique qui ne passe d'abord par une pleine compréhension, une pleine assomption de ce qu'imiter veut dire. Il n'est pas de découverte ou de révélation artistique ou scientifique qui ne passe d'abord par une pleine compréhension, par une pleine assomption de ce qu'imiter veut dire. Alors je voudrais, pour présenter, la pensée de René Girard, et parce qu'il sera question d'art pendant ces 3 jours où nous allons discuter ensemble, vous parler non pas d'emblée d'anthropologie, mais de Proust, puisque c'est en ouvrant à la recherche du temps perdu à l'âge de 15 ans dans la bibliothèque du musée Calvet d'Avignon que Girard a découvert très vite une conception, je dirais, scientifique de la littérature ou une conception très littéraire de la science. Bref, c'est en lisant Proust, dès l'âge de 15 ans, qu'il a eu d'emblée le sentiment que la littérature n'était pas, comme disait Paul Valéry, le royaume des choses vagues, mais au contraire, le royaume de choses extrêmement précises, de lois relationnelles et intersubjectives, dira Girard, interindividuelles, dira-t-il même plus tard, parfaitement formalisables. Ainsi, dans le chapitre 10 de son premier livre majeur, Mensonges romantiques et vérités romanesques, publié en 1961, dans ce chapitre intitulé « Les mondes proustiens », Girard évoque le caractère irréversible de la chute dans le monde qui nous rend de plus en plus dépendants de nos modèles. Cette descente aux enfers et l'importance de Dante est fondamentale pour Girard. À l'origine même de son intuition, il y a ces longues discussions avec John Freccero à l'université de Johns Hopkins à Baltimore sur la catabase de Dante aux enfers avant sa remontée au paradis. Cette descente aux enfers, donc, qui est une plongée dans la vanité intramondaine, où le sujet est de plus en plus possédé, contaminé par le désir d'autrui, cette descente aux enfers est décrite par Girard, commentant Proust, comme une distance croissante prise par rapport à ce que Girard appelle un centre mystique. Ce pôle de référence est celui qu'il appelle aussi une transcendance verticale, c'est-à-dire un modèle culturel incontesté, en quelque sorte, qui se serait peu à peu affaissé en ce qu'il appelle, dans le même chapitre sur Proust, une transcendance déviée, celle qui apparaît dans l'attraction-répulsion que nous éprouvons tous pour nos modèles quand ils pullulent autour de nous, quand ils sont devenus des obstacles à la réalisation de nos désirs. Ici naît le mensonge romantique, ce que Girard appelle tel, qui dénie toute réalité à l'imitation en prétendant à une originalité absolue, c'est-à-dire à une non-imitation d'autrui. Dans l'univers du narrateur de la recherche du temps perdu et dans les premières pages de ce gigantesque roman, le clocher du petit village de Combray est, nous dit René Girard, ce centre mystique que jamais on ne rejoint et dont on s'éloigne sans cesse. L'église Saint-Hilaire domine le village où le narrateur admirait ses modèles en toute innocence, avant que, s'éloignant de ce centre, de ce point par cercle concentrique, s'écrivent l'un après l'autre les volumes d'À la recherche du temps perdu, qui sont autant d'étapes d'une descente aux enfers. Dans ce mouvement centrifuge, les modèles vont progressivement cesser d'être protecteurs et distants pour devenir de plus en plus proches et de plus en plus obsédants. Vu rétrospectivement, donc, Combray était le monde de l'admiration non rivale,
était le monde où une admiration non rivale était encore possible. Un monde, dit René Girard, de permanence dans l'être, univers de l'enfance, ignorante des stratégies du désir, où l'on pouvait toujours apprendre d'autrui, où la mimésis d'apprentissage n'était donc pas contestée. Tous les dieux de Combray, écrit René Girard, sont rassemblés autour de ce clocher, avant de citer une seule phrase de Proust dans Combray, le premier volume de La recherche du temps perdu, une seule phrase de Proust citée par René Girard dans son premier livre, qui me fait penser que c'est dans cette phrase que lui est apparue l'entièreté de son intuition. Il y a là un miracle de concentration du temps, un peu analogue à ces fleurs japonaises dont Proust aime à décrire la floraison nécessaire, mais toujours surprenante. Dans une seule citation de Proust, il me semble, et c'est pour ça que Girard lui accorde une telle importance, que toute son intuition lui est donnée d'un coup. Les Renaissants, les gens d'Italie, avaient une conception très talismanique de l'image. L'image était magique, elle avait des origines astrales. Il n'était pas innocent de regarder une image. Quelque chose de très grave se passait toujours lorsqu'on contemplait une image, d'où l'importance de la perspective, l'importance de la mise en scène de ce regard qu'on pouvait jeter sur elle. Il me semble, et là j'ai une perspective biographique bien sûr, puisque je m'intéresse à la naissance des intuitions de René Girard, que tout lui est là donné d'un coup. Je cite Proust. « C'était toujours à lui qu'il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d'un pinacle inattendu, levé devant moi comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains, sans que je le confondisse pour cela avec elle. » Le clocher de Combray, c'était toujours à lui qu'il fallait revenir, toujours lui qui dominait tout, sommant les maisons d'un pinacle inattendu, levé devant moi, comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains, sans que je le confondisse pour cela avec elle. Ce doigt de Dieu levé, c'est bien sûr, chez Proust, rien n'est innocent, le doigt de Jean-Baptiste dans la toile de Léonard de Vinci, ce doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains, sans que je le confondisse pour cela avec elle. L'image est superbe et résume en un éclair l'ensemble de l'intuition girardienne. Mais cette possibilité de revenir au clocher comme à un point de référence semble contredire la chute ultérieure dans les abîmes du monde que Girard a évoqués dans les chapitres précédents de son essai et qui vont être évidemment évoqués dans tous les volumes successifs de La recherche du temps perdu. Cette chute est symbolisée par le passage du paradis de Combray à l'enfer du salon verdurin, lieu de la médiation interne, dit René Girard, c'est-à-dire de la concurrence malsaine, dont, à moins du miracle d'une réminiscence, comme celle dont bénéficie de temps en temps le narrateur de La recherche du temps perdu, on ne peut sortir, comme le baron de Charlus, que par le bas, dans les abîmes de l'avilissement. René Girard pense donc que cette chute obéit à une tendance historique inéluctable, celle de la montée de l'égalitarisme démocratique, décrite par Tocqueville et par Stendhal, en d'autres termes, qu'il n'y a pas de retour possible à ce que Girard appelle la médiation externe, ce régime de l'imitation où les modèles étaient assez lointains et assez respectés, assez transcendants donc, pour ne pas provoquer la rivalité. Les individus sont condamnés, écrit René Girard, à devenir des dieux les uns pour les autres, à vénérer et détester autrui du même geste, puisque c'est dans le refus de son influence que je bâtis ma subjectivité absolument originale. Je cite René Girard. « L'élément négatif est déjà présent à Combray. C'est grâce à lui que le petit monde clos se referme sur lui-même. C'est lui qui assure l'élimination des vérités dangereuses. C'est cet élément négatif qui grandit peu à peu et finit par tout dévorer dans les salons mondains. Et cet élément négatif, comme toujours, a ses racines dans l'orgueil. Sodome et Gomorrhe est déjà présent en puissance à Combray. Pour passer d'un univers à l'autre, écrit Girard, il suffit de céder à l'entraînement de la pente, à ce mouvement qui s'accélère sans cesse et nous éloigne toujours du centre mystique. » Fin de la citation. Céder à l'entraînement de la perte
Cette image de Girard dit le mouvement de l'habitude, la perte de vigilance éthique et poétique, celle de tous les esthétismes et de toutes les virtuosités qui se fondent comme les rites sur un oubli de l'origine, ici nommé centre mystique. C'est la raison pour laquelle l'injonction contradictoire de revenir au clocher de Combray, cette fois par un mouvement centripète, comme à une transcendance authentique, même si perdue à jamais, vise à faire sentir, et c'était très pensé de la part de Proust, compris par Girard, le miracle du dernier volume de la recherche du temps perdu, qui s'appelle Le temps retrouvé. Lumineuse conclusion de toute la recherche. Seule l'illumination finale de la matinée chez le prince de Guermantes, rappelez-vous, le narrateur est invité et va retrouver tous les personnages du roman qui auront considérablement vieilli. Chez certaines femmes réapparaîtront l'horrible buscage maternel, les cheveux deviennent blancs, les dos se courbent. Dans ce bal de spectres qu'est cette matinée chez le prince de Guermantes, le narrateur va connaître une illumination. Il rentre dans la cour de l'hôtel particulier et entre des pavés disjoints qu'il va observer par hasard, en entrant dans la cour, brusquement, c'est tout l'univers de Venise qui va s'engouffrer. Entre cette sensation présente et une sensation passée, une conjonction miraculeuse va avoir lieu, qui était annoncée par l'oracle de la Madeleine quelques volumes plus tôt. Cette illumination, précisément, est ce qui va, dans le miracle de l'esthétique proustienne, redresser cet affaissement du temps qui mène à la mort. Alors, ce miracle qui s'opère, je l'ai dit, par une saisie conjointe de deux fragments de durée, par un moi pur, un moi ressuscité, dit Proust, soudain libéré du désir et du temps. Cette identité révélée de deux moments que l'histoire a rendus hétérogènes prend la forme donc miraculeuse d'un retour à la naïveté du monde. Ceci dans une donation originaire qu'aucune vision ou visée concurrente ne vient plus altérer. Nous sortons de l'enfer du snobisme, mais seulement le temps d'une illumination. En un éclair, cette illumination fait revenir le sujet à ce que Girard appelle la transcendance verticale, puisqu'il goûte alors un moment d'éternité. Faisant tenir ensemble deux sensations passées et présentes, la réminiscence est le signe au cœur de l'œuvre que l'ascension romanesque, concept clé de René Girard dans les années 50 qui précèdent l'écriture de Mensonges romantiques et Vérités romanesques, l'ascension romanesque, la présence de la réminiscence est le signe très clair que l'ascension romanesque est en cours. Et quel bonheur d'évoquer ce Proust-là un jour de l'ascension dans une église italienne, même si elle est désaffectée. Alors, l'auteur de la recherche renoue donc ici sur une dimension sur une dimension plus temporelle que ses prédécesseurs, avec la très grande tradition métaphorique de tous les romanciers, celle d'un Cervantes, par exemple, capable de faire tenir ensemble un plat à barbe et un casque enchanté. Mais on pourrait dire aussi, cher Jean, une grenade et une tortue, par exemple. Proust étant le procédé à la technique romanesque, qui consiste, écrit Girard, à échafauder des quiproquos essentiels, à faire voir, toucher, sentir ce que les hommes par définition ne voient, ne touchent et ne sentent jamais, deux évidences perceptives aussi impérieuses, écrit Girard, que contradictoires. C'est le rapport ou la correspondance entre deux perceptions et deux moments contradictoires, par exemple le Swann de Combray et celui du Faubourg Saint-Germain, qui font les ressorts de l'art proustien et la force comique de toutes ces situations. Alors ces analyses de Proust condensent parfaitement, j'ai essayé de le suggérer, le mouvement de l'essai de René Girard qui évoque l'aliénation constante du sujet moderne, qui a quitté un univers où les modèles étaient à distance et admirés, pour rejoindre un monde où les modèles se rapprochent au point de confondre leurs désirs avec les siens. Nous voilà dans l'enfer moderne de ce que Stendhal appelait l'envie, la jalousie et la haine impuissante. Le monde où nous sommes aujourd'hui, pour parler comme Stendhal. La naïveté du monde est perdue. Girard commente ainsi l'évocation par Proust du clocher de Combray. Le clocher est partout visible, mais l'église est toujours vide.
Les dieux humains et terrestres de la médiation externe sont déjà devenus des idoles. Ils ne s'alignent plus sur la verticale du clocher. À mesure que le médiateur se rapproche du sujet désirant, la transcendance s'éloigne de cette verticale, un peu comme une tour de Pise qui se mettrait à pencher. C'est la transcendance déviée qui accomplit son œuvre. Fin de la citation. Nous sommes donc passés, au sein d'une dégradation des modèles culturels, de l'admiration constructive à la rivalité destructrice, de l'acceptation de l'imitation à sa dénégation furieuse, ou si vous voulez, d'une reconnaissance de dette à son refus maniaque. Ce double fléchissement du modèle qui se rapproche et du sujet qui n'admire plus est essentiel à la compréhension du concept clé de l'œuvre de René Girard. Plus le modèle quitte sa sphère olympienne pour rejoindre notre univers, et c'est nécessairement le cas dans une société démocratique où les modèles pullulent autour de nous et où le discernement des bons modèles est devenu particulièrement difficile. Plus donc le modèle quitte sa sphère olympienne pour rejoindre notre univers, plus il va nous être difficile de ne pas en faire un rival. Nous aurons de plus en plus tendance à vouloir prouver à ce modèle devenu concurrent l'antériorité de notre propre désir. Or, contrairement à la vulgate psychanalytique, Girard ne pense pas, ou plutôt pense qu'il n'y a pas de désir qui nous soit propre. Pas de structure oedipienne qui verrait notre désir objectal pour la mère être refoulé par un père tyrannique, ce monstre imaginaire qui a très bon dos au début des années 60. Nous sommes donc, selon lui, beaucoup moins entrés dans un conflit de génération que dans un univers qu'il appelle médiation double, où le jaloux suscite la jalousie de son modèle et où les rivaux, s'accrochant à leurs différences prétendues, finissent par oublier l'objet de leur dispute et par se ressembler de plus en plus. Rappelez-vous La Fontaine, de coq vivait en paix, survint une poule, et voici la guerre allumée. Mais revenons au passage où René Girard écoute, dit-il, la métaphore du clocher de Combray, comme s'il entendait sonner ses heures dans la recherche du temps perdu. Voyons-le se laisser guider par l'image que Proust lui donne à lire. Or, la métaphore du clocher de Combray ne va pas dans un seul sens, soit de la transcendance verticale à la transcendance déviée, de la médiation externe à la médiation interne, du respect admiratif des modèles à leur refus haineux, suivant ce que René Girard appellera dans un grand livre qu'on a un peu oublié, La route antique des hommes pervers, en 1985, relecture magistrale du livre de Job, La route antique des hommes pervers. Cette pente unique de l'habitude et du vieillissement est celle que se contentent de descendre tous les esthétismes, de Aristote à André Breton, qui ne cesse de produire des différences, querelles d'école, scandales faciles, conflits de génération ou d'interprétation. Ce que la métaphore filée de Proust nous montre au contraire, c'est qu'un autre mouvement est possible, qui remonte la pente descendue par le premier, rendant de plus en plus prégnant ce souci de l'origine, qui nous est interdit dans les années 60 et qui nous est interdit dans les années 70. Il n'y a pas d'origine, disent à l'époque tous les théoriciens. Ce mouvement, c'est celui qui inaugure, à partir de la fin, les illuminations qu'on trouve dans le temps retrouvé, obligeant le lecteur à lire l'œuvre de Proust à rebours, en quelque sorte, à remonter le temps au fur et à mesure qu'il le descend. Ainsi, tout n'est pas perdu. La descente irréversible, exactement comme chez Dante, dans les abîmes de la médiation interne, parce qu'elle est prise à contre-courant, ménage de fréquents retours à la transcendance verticale. Autant de signes ou de chances de salut qu'il faut savoir saisir. Continuant de se laisser guider par l'image du clocher, Girard évoque alors le double mouvement, je cite, de fuite et de retour que préfigurent les corbeaux de Saint-Hilaire dans leur poursuite vespérale. Et Girard donne alors l'entièreté de la citation de Proust autour du clocher du petit village de Combray.
Des deux fenêtres de sa tour, le clocher lâchait, laissait tomber à intervalles réguliers des volées de corbeaux qui, pendant un moment, tournoyaient en criant, comme si les vieilles pierres qu'il a laissé s'ébattre sans paraître les voir, devenues tout à coup inhabitables et dégageant un principe d'agitation infinie, les avaient frappées et repoussées. Puis, après avoir rayé en tous sens le velours violet de l'air du soir, brusquement calmé, il revenait s'absorber dans la tour, de néfaste, redevenu propice. Fin de la citation. Nous sommes en 1961. René Girard n'a pas encore décrit l'ambivalence fondamentale de la victime émissaire, coupable du désordre et restauratrice de l'ordre, même s'il en a déjà senti l'importance au cours des années 50, où il montre et intuitionne alors que seul le sacrifice ou l'immolation d'un personnage plus éminent que les autres rend possible le jaillissement de la langue romanesque. Étrange intuition, qui est celle de Girard dans les années 50 et qui recoupe exactement l'intuition anthropologique d'un Georges Bataille dans la part maudite en 1949. Girard est un contemporain décisif de Bataille de ce point de vue. Ainsi, les œuvres de génie portent en elles toute la trace d'une mort féconde, d'un sacrifice nécessaire et générateur d'ordre. Mais Girard, en 61, n'est pas encore anthropologue. Il est néanmoins très clair, et c'est le sens de cette vertu quasi talismanique de l'image proustienne, que la métaphore de Proust, sur laquelle il s'attarde dans ce chapitre, l'a précédé sur cette voie. Pourquoi ? Le clocher de l'église est vu par Proust comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains. Ce Dieu trop humain, donc, est encore un produit de cette foule, puisqu'il en partage les humeurs et la versatilité. De néfaste, il peut redevenir propice, puis redevenir néfaste à nouveau. C'est précisément ce qu'indique le va-et-vient capricieux des corbeaux dans la tour. Ce passage donc condense l'intuition girardienne, comme si tout lui était là donné d'un coup, dans la grâce d'une métaphore. Ce double mouvement de fuite et de retour laisse en effet entendre que le va-et-vient des transcendances verticales et déviées rythme le temps des hommes, de l'ordre à la panique et de la panique à l'ordre. Le corps de Dieu, dit Proust, est caché dans la foule des humains. Mais Proust précise, sans que je le confondisse pour cela avec elle. Distinction fondamentale, distinction spécifiquement chrétienne. Le religieux n'est donc pas seulement en effet une hypostase du collectif, comme Durkheim l'écrit précisément au moment où Proust nous parle du clocher de Combray. Il a aussi, ce religieux, une dimension individuelle et mystique. Henri Bergson s'en souviendra parfaitement 10 ans plus tard, lorsqu'il écrira Les deux sources de la morale et de la religion. La révélation chrétienne, et comme tout cela est signifiant de le dire en un tel lieu, nous dit quelque chose d'essentiel sur la naissance et sur la mort des dieux. Elle s'inscrit dans le sillage des religions antiques, et il est merveilleux de le dire devant ces colonnes quasiment romaines, en annonçant un Dieu venu et à venir. Mais cette révélation chrétienne, tout en répétant ou en imitant la précédente structure, celle de l'éternel retour des dieux, la transforme et l'infléchit en l'inscrivant dans l'horizontalité de l'histoire du salut. Qu'est-ce à dire sinon que le jeu des médiations internes et externes, le va-et-vient des deux transcendances verticales et déviées, dans leur capacité compromise à restaurer les différences perdues, indique, doigt de Dieu, une autre transcendance, celle que symbolise ici un ciel vide, rayé en tous sens dans le velours violet de l'air du soir. Pas étonnant alors que cette révélation proustienne, parfaitement intériorisée par Girard en 61, prenne des aspects d'apocalypse au terme de la recherche du temps perdu. On le voit, Girard, en écoutant la métaphore de Proust, sans s'y nouer ou s'y conjoindre deux univers pourtant incompatibles. C'est le propre de toute métaphore que de faire tenir ensemble deux termes incompatibles. La métaphore, dit Aristote dans la poétique, ta uparkonta legonta, ta
ta adunatai synaptei, la métaphore tenant ensemble des incompatibles pour dire ce qui est, ou plutôt la métaphore pour dire ce qui est, conjoint de termes incompatibles. Alors, ce que Girard, écoutant la métaphore de Proust sans se nouer ou se conjoindre, ce sont deux univers incompatibles, le religieux archaïque de l'éternel retour et le religieux messianique d'une temporalité linéaire débouchant sur la fin des temps. Et là, on est dans la grande inspiration de l'apocalyptique dantesque. Ce nouage ou cette articulation de deux pôles contraires finit par les accorder l'un à l'autre. La durée romanesque, et ce point est très fondamental, la longue durée romanesque de Proust, par exemple, infiniment distendue dans sa phrase, tient donc ici parti d'un mouvement centripète qui toujours refait de l'ordre à partir du désordre, et d'un mouvement centrifuge qui transforme cette transformation même en l'obligeant à rentrer dans l'histoire. C'est au sein de cette dernière, en effet, dans la montée d'une crise inéluctable, que s'opère une relève du temps. Relève que l'œuvre proustienne, que toute œuvre d'art authentique doit rendre possible. Écoutant l'image, Girard pose ainsi discrètement la pierre angulaire de toute son œuvre. Il s'agira pour lui de tenir ensemble, dans une métaphore totale cette fois, le retour des dieux et le retour de Dieu, la divinité venant de l'homme et la divinité venant à l'homme, le temps réversible des dieux antiques et le temps irréversible du Dieu biblique. Bref, pour parler comme Peggy, l'avènement de l'homme et l'événement de la grâce. Le passage d'une temporalité à l'autre, ou l'englobement, dit profondément Girard, l'englobement de la première dans la seconde, est ce qui relève dans l'histoire des hommes la transcendance déviée. Cet arrachement du temps, dit Reißende Zeit, pour parler comme Hölderlin, dans ses recherches sur Oedipe et Antigone, cette ascension romanesque, révélée par la métaphore à laquelle Proust a recours, signe le triomphe de l'œuvre d'art. Mais cette victoire a comme condition fondamentale un retournement complet, une conversion très radicale de la structure même du désir humain. On peut donc, après cet éloge ici nécessaire de l'œuvre d'art, ou du cisèlement d'une métaphore parfaite, revenir à ce que Girard appelle dans son livre la structure métaphysique du désir triangulaire. La thèse centrale de ce premier essai définit en effet de Cervantes à Dostoïevski les progrès de ce que Girard appelle un mal ontologique, celui du monde moderne, tel que l'histoire du roman, se confondant avec l'histoire du désir, permet de le mesurer. La structure métaphysique du désir, structure triangulaire, sujet, médiateur, objet, un sujet qui désire un objet par le truchement d'un tiers. Cette structure métaphysique du désir, structure essentiellement triangulaire, dont les variations induites par le rapprochement du médiateur indiquent autant d'étapes dans la dégradation des valeurs humaines. La structure du désir est pour Girard un moyen de mesurer les progrès du nihilisme. Cette structure reste toujours la même à travers ces métamorphoses. Ce point est fondamental. Et nous sommes bien avant, vous voyez, Lévi-Strauss boucle son œuvre en 62, Girard est déjà structuraliste, mais de manière extrêmement dynamique. Cette structure du désir suppose une double détermination, du côté du modèle et du côté du sujet. Le passage de la médiation externe à la médiation interne mesure le rapprochement croissant du modèle. Le passage de l'admiration à la rivalité ou à la jalousie mesure l'esclavage croissant du sujet. Rapprochement croissant du modèle, esclavage croissant du sujet. Tel est le mouvement du monde moderne. Plus le modèle se rapproche et plus se perd la confiance que je lui fais, ou l'admiration par laquelle je le maintenais à la juste distance. On pourrait résumer ainsi les variations de la structure désirante. Plus le médiateur est maintenu à la juste distance spirituelle, dit Girard, par la confiance que je lui fais, et plus le risque de rivalité a de chances d'être contenu. Mais si je me méfie de mon modèle, si je me méfie de mon médiateur, c'est que le triangle a déjà commencé à se resserrer. D'un même mouvement, le médiateur et l'objet se rapprochent du sujet au point
de finir par ne plus faire qu'un seul point. Point final, crise du monde moderne, qui est celle d'une perte de foi en l'autre. Reformulons donc les acquis de ce premier pilier de l'hypothèse mimétique. Le désir est un triangle dont les sommets sont respectivement occupés par un sujet, un médiateur et un objet. Je ne désire jamais de manière autonome, mais de plus en plus en copiant mon désir sur celui d'un autre, et d'un autre qui se fait de plus en plus proche de moi. Double mouvement, irréversible selon Girard, du modèle et du sujet. Cette évolution historique est essentielle à la saisie du dynamisme de la structure. L'objet du désir a de moins en moins une valeur absolue ou intrinsèque, et de plus en plus la valeur relative que le médiateur lui confère. L'objet du désir est donc de moins en moins un objet de jouissance, mais je dirais aussi est de moins en moins un objet tout court. Le monde moderne se caractérise par une montée de la concurrence qui enlève peu à peu leur consistance aux individus et aux choses qu'ils désirent. Perte des différences et perte d'un monde commun. Cette valeur de l'objet est à ce point relative que lorsque le médiateur et le sujet entrent en conflit, l'objet lui-même finit par disparaître. Il s'évanouit comme un rêve. Si je préfère si vite la dispute à son objet, c'est parce que l'autre et son autonomie imaginaire m'obsèdent davantage encore que l'objet à saisir. Ainsi, le désir métaphysique est pour Girard le désir de la liberté quasi divine que j'accorde à autrui. C'est l'être même de celui qui est devenu mon rival, son autonomie imaginaire que je cherche à m'approprier dans cette crise, beaucoup plus que l'objet de la rivalité. La perte de foi en l'autre fait donc très paradoxalement de cet autre une divinité implacable, devant laquelle les personnages de Proust, au fin fond de Sodome et Gomorrhe ou de La prisonnière, vont s'agenouiller dans un mixte de masochisme et de sadisme. Cette perte de foi en l'autre fait paradoxalement de cet autre une divinité implacable. On le voit, une telle lutte pour l'appropriation de la liberté d'autrui est beaucoup plus violente que la lutte pour la reconnaissance chez Hegel, qui suppose encore une possibilité de la maîtrise, une stabilisation de la relation du maître et de l'esclave. Or, il ne s'agit plus ici de reconnaître l'autre, il s'agit de lui voler son être. Le désir métaphysique porte donc moins sur l'appropriation d'un objet que d'une essence. L'objet n'est plus qu'un signe dans le monde moderne. Dans la rivalité des prétendants, il s'est vidé, dit Girard, de valeurs concrètes. Ce qui s'est réifié, en revanche, c'est l'être de mon modèle vénéré, devenu littéralement une idole. Il y a là le signe très clair d'une aliénation ou d'un englument dans l'être, pour parler comme Jean-Paul Sartre. Car René Girard reprend ici, dans une perspective beaucoup plus dynamique, les célèbres analyses du garçon de café dans L'être et le néant. Celui qui renonce à sa liberté pour être seulement, uniquement conforme à sa fonction, le salaud sartrien. Perspective plus dynamique, en effet, car Girard met en branle, je viens de le montrer, les transformations d'une structure. Plus le désir de l'autre devient obsédant, et plus la réalité va se détériorer et devenir imaginaire. Mais non plus imaginaire au sens de Jean-Paul Sartre, qui pense, lui, dans son grand livre, l'imaginaire aux cubistes et aux toiles de Matisse, ce qui supposerait ce qu'il appelait une néantisation de l'être, c'est-à-dire le travail d'une conscience libre. Mais imaginaire au sens de Girard, cette fois, celui d'une déréalisation du monde. L'objet ne sera plus que le signe d'une victoire sur l'autre, un simple trophée. La qualité de la réalité dépend donc de la qualité de la relation. Une relation morale fait venir à l'être, un monde qualitatif, ce qu'on appelle un monde commun. Une relation mimétique, au contraire, quantifie le monde. Elle le fragmente en choses à s'approprier. C'est pourquoi une relation mimétique ne fait rien venir à l'être, sinon des rivaux, qui sont des êtres abstraits, des êtres sans consistance, absolument semblables les uns aux autres, et d'autant plus semblables qu'ils se croient différents. Du snobisme proustien au crime dostoïevskien, il n'y a donc pas une différence de nature, mais simplement de degré. La distance spirituelle entre le médiateur et le sujet s'est simplement réduite, et avec elle, la différence entre l'admiration et la rivalité.
Plus le triangle se resserre, moins j'ai de confiance en l'autre, et plus le monde devient imaginaire, puisque le désir aura fait perdre à la relation sa consistance, puisque le désir aura déréalisé cette relation. Nous quittons la culture pour nous rapprocher de la violence des foules, la transcendance verticale de la civilisation pour la transcendance déviée de la collectivité. La violence et l'imaginaire, mais un imaginaire de pacotille, pas celui qui préside à la construction de tels lieux, croissent de conserve dans un univers qui va devenir de plus en plus virtuel. Il n'est pas besoin d'insister sur l'actualité de ces remarques. Résumons donc. La transcendance verticale se mesure à la distance spirituelle entre le médiateur et le sujet, c'est-à-dire à la stabilité de la confiance. Elle se confronte à la limite avec la culture. La transcendance déviée se mesure, elle, à la proximité jalouse entre le médiateur et le sujet, c'est-à-dire à la montée de la défiance. Il est de plus en plus facile de haïr et de moins en moins facile d'admirer. Mais quel lien peut-on établir entre les délices de la médiation externe, écrit Girard, et l'enfer de la médiation double? Écoutons-le évoquer ce stade ultime de l'imitation. Girard. C'est ce rapport qu'éclaire parfaitement la théorie métaphysique du désir et le passage inévitable de la médiation externe à la médiation interne. Tout désir selon l'autre, si noble et si inoffensif qu'il nous paraisse à ses débuts, entraîne peu à peu sa victime vers les régions infernales. De double qualité, la médiation réciproque peut devenir triple, quadruple, multiple. Elle peut finir par affecter la collectivité tout entière. Fin de la citation. Tout désir selon l'autre entraîne donc peu à peu sa victime vers les régions infernales. L'édifice entier de la culture, comme le palais de Thèbes à la fin des Bacchantes d'Euripide, est donc entraîné dans ce mouvement, à ce niveau d'aliénation qui peut aller jusqu'à l'autodestruction de tout un groupe, et nous y sommes, plus que jamais aujourd'hui, dans cette possibilité, à l'heure où l'on parle à nouveau d'un retour de la guerre froide. À ce niveau d'aliénation qui peut aller jusqu'à l'autodestruction de tout un groupe, seule, suggère Girard, l'irruption de la grâce pourra remédier. Mais l'initiative du salut vient cette fois d'ailleurs. Elle n'est pas de source humaine, comme l'indique la conversion bouleversante de Stepan Trofimovitch à la fin des Démons de Dostoïevski. Cette descente de la grâce romanesque, pour parler comme Girard, signale en effet qu'un autre pilote a pris le gouvernail. Le salut qui croit au lieu du péril, pour parler à nouveau comme Hölderlin. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Là où est le péril, croit aussi le salut. Ce salut qui naît au lieu du péril réside dans une transformation interne à la médiation elle-même. Transformation que Girard appelait incarnation romanesque dans les années 50 et que je lui proposais dans nos entretiens sur Clausewitz en 2007, qui ont bouclé son œuvre, d'appeler médiation intime. Cette médiation d'un troisième type va à rebours du passage irréversible de la médiation externe à la médiation interne. Elle suppose une conversion qui est, écrit Girard, une fusion du moi et de l'autre, soit une identité révélée de tous les hommes. Nous sommes tous semblables. Il ne sert plus à rien de s'accrocher frénétiquement à de fausses différences. À l'heure où toutes les digues montrées contre la violence s'effondrent ou se dissolvent d'elles-mêmes, nous sommes plus que jamais face à nos responsabilités. Tel est le bouleversement opéré par la conversion romanesque et la discrète confession de René Girard lui-même au terme de son essai. Je cite : « Si la conversion a le sens que nous lui découvrons, si elle met fin au désir triangulaire, ses effets ne peuvent s'exprimer ni en termes de solitude absolue, ni en termes de retour au monde. Le désir métaphysique engendre une certaine relation à autrui et une certaine relation à soi-même. La conversion authentique engendre une nouvelle relation à autrui et une nouvelle relation à soi-même. » Fin de la citation. Le sujet converti, libéré de son solipsisme, découvre qu'il est à la fois dans le monde et hors du monde, que son propre récit, en quelque sorte, est écrit par un autre,
qu'il n'en est donc pas l'unique et génial auteur. Ce que René Girard nous donne donc les moyens de penser dans ce premier essai magistral, c'est d'abord le mouvement de l'histoire comme celui d'une servitude croissante des individus, de plus en plus esclaves de leurs désirs. Mais cette montée de la défiance est compensée par une proximité croissante à l'égard d'une toute autre transcendance, horizontale ou messianique celle-là, qui vient à l'homme en même temps que la catastrophe. La montée de la défiance ou les progrès du nihilisme accompagnent ainsi mystérieusement le retour inévitable et nécessaire, si nous ne voulons pas périr, d'une nouvelle foi en l'autre. Dite autrement, la montée de l'esclavage est la face négative d'un retour du divin, qui est retour du seul et au seul modèle possible, suggère toujours René Girard. Le modèle chrétien qui va se faire de plus en plus présent. C'est le sens du mot grec parousia, la parousie. Si donc le retour à la transcendance verticale s'avère de moins en moins possible au fur et à mesure que progresse le mal ontologique, l'imminence de la catastrophe montre que la distance des hommes au divin s'est réduite, au point de se confondre dorénavant avec la relation morale, cette relation qui dit le moi toujours semblable à l'autre. C'est au plus fort de la crise mimétique qu'ont lieu les conversions spectaculaires des personnages de Dostoïevski. Telle est donc l'inscription paradoxale du christianisme que de s'accomplir dans le refus croissant qu'on lui oppose. Telle est donc l'inscription historique paradoxale du christianisme que de s'accomplir dans le refus croissant qu'on lui oppose. Alors, quel impact, cher Serge, dans l'histoire de l'art ? Vraie et terrible question. Et nous sommes là pour ça tout de même aussi. Alors, je reviendrai une dernière fois sur le mouvement que j'ai essayé de résumer devant vous. Ce que la métaphore proustienne nous révèle, ou ce qu'elle a révélé à René Girard, c'est un double mouvement vers la dissolution des formes, d'un côté, et vers la remontée vers leurs principes, de l'autre, dont la traduction anthropologique fera l'objet du deuxième grand livre de René Girard en 1972, La violence et le sacré. Ainsi, la relecture que Girard s'apprête à faire de 1961 à 1972 du structuralisme de Claude Lévi-Strauss pour le radicaliser consistera très précisément, rappelez-vous le clocher de Combray vu comme un centre mystique auquel il fallait toujours revenir. La radicalisation de l'anthropologie structurale que René Girard va opérer dans son deuxième grand livre consistera tout simplement, et j'ai envie de dire, à recentrer la structure, dont les structuralistes et les post-structuralistes, ce qu'on appelle les déconstructeurs, à la suite de Derrida, disent alors à l'envi qu'elle est décentrée, cette structure, puisqu'il n'y a pas d'origine, puisque l'origine est introuvable, puisqu'on n'a pas le droit de se poser cette question. Recentrer la structure différenciée du langage et de toute la culture, c'est en proposer une approche génétique en intuitionnant le chaos d'indifférenciation d'où émergent tous les ordres humains. C'est ce que Girard appellera le mécanisme victimaire ou le meurtre fondateur. Recentrer la structure, ce sera donc achever l'anthropologie structurale, couronnement dont la métaphore proustienne fut pour Girard comme l'oracle ou la promesse. Ainsi, la violence fondatrice, celle du tous contraint du lynchage, imprime, dit Girard, au rituel qui imite et répète cette crise résolue une fois, une force centrifuge. Cette force n'est autre que l'oubli ou la méconnaissance qui structure tous les rituels et tous les ordres symboliques, et c'est essentiellement substitutif en ce qu'il ne cesse de travailler, comme la métaphore, à un transfert, à un déplacement de la violence. C'est en cela que les vrais poètes, ceux qui produisent des métaphores exactes, et non pas des métaphores confuses, pour reprendre la polémique que Sartre, fondamentale, fait aux surréalistes dans l'après-guerre, métaphore confuse des surréalistes, sucre de marbre, cheval de beurre. Contrairement donc à ces métaphores confuses, les vrais poètes qui produisent des métaphores exactes constituent depuis toujours, depuis Platon, un danger pour la cité. Eux dont le parler double ne cesse d'aller et venir entre l'identité et la différence, le chaos et la forme. Girard tient donc, dans cette conjonction des deux mouvements,
ce qu'il pense être la matrice du langage, source dont toutes les images poétiques, quand elles ne sont pas gratuites, de toutes les images d'art, se font l'écho, et que nous rappelle le va-et-vient des corbeaux de Saint-Hilaire dans la Recherche, ou aussi le ruisseau sec et débordant qui dit l'alternance de la confiance et de la défiance dans le livre de Job. Les poètes et les grands artistes entendent les échos d'un cri originel, celui de la victime à la racine de tous les ordres symboliques. Il y a bien un fondement violent de la culture, dans la mesure, Girard n'a cessé de le rappeler, où la victime est un centre de signification. Et il y a bien aussi un oubli violent de cette violence dans l'enchaînement des substitutions qui, de manière autoréférentielle et sans plus aucun souci de l'origine, finiront par constituer, déduit Girard, la culture dans son ensemble. À charge donc, pour les images, de ne pas oublier la source d'où elles proviennent. Telle est donc la tâche des peintres ou des photographes d'art à leur tour, s'ils ne veulent pas succomber aux délices de l'esthétisme. Au lieu de varier à l'infini les réflexions sur les questions d'influence ou d'école, de n'aborder les œuvres qu'à travers leur héritage, les ruptures qu'elles opèrent et les filiations dont elles s'honorent, il s'agirait de faire de ces grands artistes, peintres ou photographes, comme René Girard l'a fait de Sophocle et de Shakespeare, des observateurs privilégiés du phénomène humain. Je n'ai pas personnellement de compétences en matière de peinture, de photographie ou d'histoire de l'art. Girard lui-même ne s'est jamais aventuré sur ce terrain, cantonné qu'il l'était, j'ai essayé de vous le montrer, à une psychosociologie de la littérature. Mais l'horizon de ce chantier s'est dégagé pour nous depuis plusieurs années, d'abord dans des séminaires que j'avais organisés à la Villa Médicis à Rome, puis dans un séminaire que nos amis Jérôme Tello et Jean Hérol ont repris au sein de notre association. Je vous invite à aller vous reporter aux conférences qui furent données l'an dernier dans le cycle Violence et représentation. Alors, pour vous donner une idée de ce type de problématique et ce que Girard peut apporter à une problématique d'histoire de l'art, puisque c'était quand même ultimement la demande de Serge pour aujourd'hui, je rappellerai la belle démonstration de Jérôme Tello lisant Géricault. Trouer l'écran de toutes les représentations, de tous les esthétismes issus des rituels, c'est retrouver la transcendance de l'autre ou sa simple présence, même la plus modeste. Ainsi, Jérôme a donné dans son essai sur Géricault, qui s'appelle, et c'est tout à fait significatif, il s'agit là d'un excellent girardien, une généalogie de la peinture, un parfait exemple du chemin que nous pourrions suivre. Jérôme met toujours, dit-il, un sentiment de compassion susceptible de traverser les images jusqu'à la présence réelle que ces images nous masquent. Sentiment de compassion susceptible de traverser les images jusqu'à la présence réelle que ces images nous masquent. Ne pas faire des images des écrans, des obstacles, dirait Girard, des idoles, traverser ces images jusqu'à la présence réelle que ces images nous masquent. Jérôme Tello n'est pas du tout théologien, son propos n'est pas du tout religieux, mais présence réelle, c'est le terme important, bien sûr, de la révélation de la religion catholique. Présence réelle, c'est aussi la bonne manière de traduire le mot grec parousie, qui veut dire présence croissante de l'autre au cœur de l'image. Présence croissante de l'autre au cœur de l'image. Relation morale qui jaillit de l'effondrement de toutes les représentations. Tout comme le théoricien littéraire qu'est Girard se défait de sa propre théorie, car toute théorie scientifique, vous le savez, est falsifiable, pour la reconduire à une parole créatrice et à une relation originaire, ainsi le peintre doit-il à son tour remonter en amont des phénomènes picturaux jusqu'aux conditions qui les rendent possibles. Et ce que je dis du peintre vaut aussi bien sûr pour le photographe. Comment procède Jérôme ? En quelques questions successives. L'homme vient de la représentation, car c'est elle qui le distingue de l'animalité, qui l'en distingue par la main. Doigt de Dieu, rappelez-vous, levé, clocher comme le doigt de Dieu dont le corps eût été caché dans la foule des humains. L'homme se distingue de l'animalité par la main, puissance fabricatrice d'images. Mais qu'est-ce qui fait la représentation ? La violence et le sacrifice, par lesquels l'homme sacrifie l'animalité pour dégager son propre phénomène. Mais d'où vient cette violence elle-même ? Jérôme répond, de la vie comme vouloir vivre qui a besoin pour survivre de mettre à mort.
comme nous le dit sublimement le radeau de la Méduse de Géricault, œuvre majeure qui met en scène des individus qui ont tué pour survivre. Mais d'où vient enfin, dernière question, ce savoir sacrificiel? Quelle est sa source ultime? Sinon, la compassion du peintre à l'égard des plus pauvres. Et là, je parle à côté de mon ami Paul Dumouchel, qui a écrit là-dessus un livre inaugural avec Jean-Pierre Dupuy, absolument magistral, L'enfer des choses, et je vous renvoie à l'essai de Paul sur l'ambivalence de la rareté. D'où vient enfin ce savoir sacrificiel? Quelle est sa source ultime, sinon la compassion du peintre à l'égard des plus pauvres? C'est précisément ce que Géricault révélera au terme de son œuvre, en se défaisant de son art, en passant, dit magnifiquement Jérôme Thelot, du sublime au presque rien, prolétaire londonien ou scène de genre témoignant de la misère quotidienne des plus pauvres. De la même manière, les poèmes en prose de Baudelaire défont la représentation glorieuse des fleurs du mal. Cette destitution du grand art, pour reprendre l'expression de Jérôme, fait alors apparaître le caractère originaire de la relation morale. Telles sont donc les 4 étapes de la conscience de soi: représentation, violence, vouloir vivre et compassion. La bonté, comme le voulait génialement Rousseau, est antérieure, et ce point fondamental, à la violence historique. Voilà un exemple admirable de la mission de l'œuvre d'art et, contre Girard cette fois, je dirais de la vérité aussi du romantisme. Alors, pour conclure, et si l'histoire de l'art s'était endormie dans un rapport purement esthétique aux œuvres d'art, alors c'est ce type d'interprétation généalogique qui s'imposerait pour sortir de ce dangereux sommeil et revenir aux sources de la composition. L'approche girardienne, quant à elle, faisant fond sur un logos de vie, écrit-il, dont le refus violent et constitutif du monde en tant que monde, s'applique à révéler la violence plus qu'à la refléter, pour reprendre une distinction, je le rappelais au début de ma communication, distinction sur laquelle Girard n'a cessé de revenir. Le mythe et le rituel qui le met en scène reflètent la violence, mais il ne la révèle pas, il ne la démythifie pas. L'œuvre d'art qui s'inscrit dans le mouvement du mythe et du rituel, dans ce mouvement descendant, remonte à l'image de l'intuition proustienne vers la source que cache, que nous masque tant le mythe que le rituel. L'œuvre d'art se doit de révéler la violence, de la démythifier et donc de nous en libérer. C'est ce travail de révélation des œuvres d'art que nous aimerions donc continuer, que nous continuons dans les programmes que nous avons mis en place en collaboration avec d'autres institutions, comme nous le faisons depuis bientôt 20 ans. La présente communication, qui, rassurez-vous, s'achève, pourrait ainsi inaugurer un partenariat durable entre la ville d'Amboise, où repose Léonard de Vinci, rappelez-vous le Jean-Baptiste, et où notre association va bientôt déplacer ses séminaires, et la ville merveilleuse de Sénégalia, où sont organisés, grâce à notre chaman, à celui qui nous rassemble, à Serge, tant de rencontres prometteuses. C'est le vœu très ardent que je formule devant vous aujourd'hui, en vous remerciant beaucoup de votre patience, de votre grande patience. Patience, patience, disait Valérie, chaque atome de silence est la chance d'un fruit mûr, en vous remerciant de votre patience et de votre attention. Et j'ai la grande joie, le grand bonheur de changer de rôle, de faire tomber ma casquette et de vous présenter mon ami Paul Dumouchel, qui se trouve, Paul, non seulement être un excellent philosophe, mais un esthète, un grand amateur d'art, de peinture, de musique. Paul qui a joué un rôle fondamental dans la réception de l'œuvre de René Girard, puisqu'il est celui qui, à la fin des années 70, aux côtés de Jean-Pierre Dupuy, dans ce livre inaugural, L'enfer des choses, a commencé, je dirais, à initier, à inaugurer ce qu'il est convenu d'appeler le girardisme. Il est un des piliers de notre association et il a été longtemps son conseiller scientifique. Il a enseigné à l'université Ritsumeikan de Kyoto, au Japon, et est maintenant de retour dans son pays natal, au Québec. Mais son pays natal, c'est d'abord évidemment la France, puisque Dumouchel n'est pas un nom canadien. Dumouchel est un nom français, un nom qui vient du Perche. Je lui laisse la parole.